Saint-Étienne, ils jouent en vert sur une pelouse verte. Donc des fois, je disais, pourquoi pas le ballon vert aussi? Il ne partira pas à Lyon, c'est ferme, définitive et irrévocable. Ok? Ils en ont un petit peu marre, quoi. Ils aimeraient bien que Saint-Étienne gagne à domicile. Je sais que c'est facile à dire, mais il serait temps, quoi. Qui êtes-vous, monsieur? Quel est l'intérêt de ce voyage pour vous? D'aller voir gagner les Verts. Et bienvenue à tous, et bienvenue à toutes et à tous. Et c'est le FAP, 3e numéro. Donc le FAP, Forez Academy Podcast, FAP en abrégé, le podcast où on se fait plaisir en écoutant parler des Verts. Les petits coquins du web auront tout de suite compris la double lecture du nom de ce podcast. Et bien pour les autres, je vous laisse chercher. Comme intervenant, comme chaque semaine, enfin plutôt comme toutes les 2 semaines, la fine équipe de la Forez Academy. Donc je vais vous les présenter, vous commencez à les connaître maintenant, mais ça fait toujours pas de mal d'avoir un petit rappel. Donc celui qui produit plus de fumée devant un penalty de bout de bouse qu'en fumant sa pipe, j'ai nommé Gruger Rocher. Gruger, salut. Salut Roller. Et celui qui a rendu le salut tendance après seulement 2 épisodes du FAP, j'ai nommé Robert Binouzaret. Robert, salut. Ah, salut. Et enfin moi-même, celui qui pense qu'on devrait retirer définitivement le numéro 23 de Soderlund, sauf si c'est pour le donner à Gournadoite, Roland Grosmerdy. Écoutez, on est ravis de vous retrouver. C'est déjà le 3e numéro. On pensait pas qu'on irait aussi loin, donc ça nous fait plaisir de vous retrouver pour ce 3e numéro du FAP. Au programme cette semaine, on va avoir d'abord en première mi-temps un tour d'actualité des Verts, avec une petite partie mercato et puis l'actu du club au sens large. Et en deuxième partie, on abordera le dossier sur le coronavirus, donc qui a donné le titre à cet épisode, Covid ordure. On discutera donc de toutes les conséquences qu'on a déjà pu observer au niveau du club, que ce soit au niveau sportif, au niveau financier. Donc voilà, tout ce qui est un peu changé avec ce fameux virus qui nous empoisonne un peu la vie. Écoutez, je crois que tout le monde est prêt. Donc on va y aller. Le 3e numéro du FAP, c'est parti. 42 minutes de plaisir sur les Verts. On y va. Jingle. Dis donc, Popeye, tu nous fais une ristourne, là, hein? Un petit 10%? Pas de problème. Je vais quand même leur demander, mais enfin... Non! Voilà, le petit jingle négociation. Vous avez compris, on va parler du mercato. Ça bouge pas mal hein, ce niveau, en ce moment au niveau du mercato. Juste avant de démarrer ce podcast, on a eu quelques infos qui sont tombées, donc on va les partager avec vous. L'actu brûlante là, en ce moment, c'est vraiment l'attaquant au niveau stéphanois, c'est Mostafa Mohamed. Donc on en reparle déjà depuis des semaines. C'est un transfert qui met du temps à se concrétiser, mais là apparemment Manu Longeon, donc on prend ça avec des pincettes aussi, mais aurait affirmé que le transfert serait sur le point de se faire avec un paiement intégral du transfert par Saint-Étienne. Donc c'est une issue plutôt favorable. On sait que les Verts sont quand même en galère d'attaquants, donc ça serait une bonne nouvelle. Écoutez, moi je vais demander l'avis à mes 2 compères, donc qu'est-ce qu'ils pensent de ce transfert, est-ce que pour eux ça va se faire, et puis surtout est-ce que c'est une bonne nouvelle. Robert, vas-y, qu'est-ce que ça t'inspire toi cette arrivée éventuelle de Mostafa? Bon, alors déjà, effectivement, comme tu l'as dit, prudence sur ce dossier, hein. Il y a eu tellement eu de rebondissements, et puis on va aussi avoir la jurisprudence Mbanyang, hein, qui a été jusqu'à passer sa visite médicale et venir à l'ETRA pour finalement ne pas signer. Donc voilà. Là, la particularité, j'ai envie de dire, c'est qu'on traite sur ce transfert avec un club égyptien qu'on ne connaît pas et du coup ce club qui a visiblement été échaudé par les propos du président Romeyer à la télévision, interview assez lunaire et franchement qui va rester dans les annales, je crois, à la télévision égyptienne. Ça leur a pas trop plu, donc du coup tant que c'est pas fait, je crois qu'on va un petit peu être prudent, mais en tout cas si le transfert se fait, maintenant on ne connaît pas du tout ce joueur, donc la question c'est est-ce qu'il valait vraiment en tout cas un paiement intégral, est-ce qu'il valait de près je crois 4 ou 5 millions d'euros, est-ce que ça les vaut vraiment, l'avenir nous le dira, mais surtout ce qu'il faut se dire aussi c'est que 5 millions d'euros ou 4 millions d'euros en paiement intégral, ça fait encore un prêt supplémentaire visiblement parce que la Saint-Étienne a contracté un prêt pour payer ce transfert. Et du coup, ça fait une sorte de petite dette en plus. Je crois qu'on n'avait pas besoin de ça. Mais bon, je crois que s'il n'y avait pas le choix pour recruter un attaquant, malheureusement, c'était inévitable.
Toi, Gruget, t'en penses quoi du coup des conditions de l'arrivée éventuelle de Mostafa Mohamed, et puis si tu as d'autres infos sur cet attaquant, est-ce que tu as pu voir quelques images, quelques échos sur cet attaquant égyptien, je sais pas. Pas plus d'images que ce que j'avais pu glaner auparavant. L'affaire en soi, on est dans l'expectative. D'un côté, ça sent un peu le sapin parce que il va avoir encore plus la pression sur ses épaules. J'espère que si il y a un paiement en une fois, que Saint-Étienne a négocié peut-être le prix global à la baisse. Mais voilà, y a les autres questions, c'est aussi ce qui sera les versements aux différents intermédiaires, parce qu'apparemment, donc, si Romervier a fait une intervention comme cela à la TV égyptienne, bon, c'est pas pour rien. Effectivement, il y a beaucoup d'intermédiaires pénibles dans le dossier. J'ai un ami qui vit en Turquie qui me disait qu'il y avait des clubs turcs aussi sur l'affaire, mais que pareil. On parlait de Galatasaray, ouais. Ouais, Galatasaray, je crois, un autre aussi. Et là-bas, ils disent la même chose. Il y a des intermédiaires qui pourrissent le dossier. Donc, si Saint-Étienne insiste autant, c'est sans doute que le joueur en vaut la peine. La cellule de recrutement a dû le repérer, j'espère. Oui, on espère tous. Hein. Après, c'est vrai que c'est apparemment le choix numéro 1 de Puel, donc on va lui faire confiance. On ne peut pas dire que pour l'instant, il se soit non plus planté dans ses choix. Enfin, on peut toujours remettre en cause l'arrivée d'Aouchiche, qui a été aussi un petit peu, pour laquelle il s'est vraiment impliqué dedans et qui a peut-être pas le rendement que les gens espéraient. Mais moi, Aouchiche, je trouve que c'était quand même un sacré bon coup de le faire, et qu'à mon avis, on n'est pas au bout de le voir vraiment exploser chez nous. On a eu Neyou aussi, enfin voilà, donc on en avait déjà parlé la dernière fois. Masson, enfin c'est des joueurs que Puel avait identifiés et qui avait, enfin dans lesquels il s'était impliqué personnellement pour les faire venir. Donc c'est plutôt, je pense, rassurant de ce côté-là de voir Puel autant impliqué dans un transfert. C'est plutôt un gage de qualité à mon avis. On est d'accord pour ça, ouais. Donc Mostafa, écoutez, on verra. Là, Longeon annonce que c'est quasiment fait. Je pense qu'on sera fixé dans les prochains jours. De toute façon, le mercato se termine lundi prochain, donc finalement il reste assez peu de temps. On verra. Donc à mon avis, je pense que l'issue va être positive d'après les différents bruits. Il y aura quand même une question à se poser, c'est-à-dire que si on n'arrive vraiment pas à faire l'attaquant, parce que là, si on donne tout là sur les derniers jours sur Mostafa Mohamed, ça veut dire qu'on va signer personne d'autre, et donc si ça se fait pas, on peut toujours signer quelqu'un, mais après il faudra voir qui, quoi. Ouais. Voilà, ça, c'est-à-dire que c'est le plan B ou le plan C, et clairement, franchement, il faudra vraiment se poser des questions là. Pour du coup, déjà que le maintien est un vrai sujet, mais si on n'a pas recruté d'attaquant, je pense que ça va vraiment souffler très très fort côté supporter au niveau de la direction, contre la direction, même si c'est déjà le cas de toute façon. C'est déjà le cas, on a vu notamment avec le compte Twitter Peuple Vert en colère qui envoie quelques missiles de façon régulière sur la direction. Mais l'autre gros chantier aussi qu'on a niveau mercato, c'est quand même la défense, parce que là on a parlé de Mostafa Mohamed, on sent que Puel a mis toutes ses billes sur lui et qu'il veut personne d'autre. Par contre, en défense, là on voit plusieurs noms qui sont apparus dernièrement. Donc on a entendu parler de Todibo. Donc là apparemment cette piste-là n'a pas été abandonnée. Et puis récemment on a vu 2 autres pistes arriver. Donc Simon Dely, donc un Ivoirien de 29 ans qui joue à Bruges, et Simone Rovera de Téléfoot qui a sorti l'info là tout à l'heure, là juste avant qu'on démarre, à propos de Pape Cissé, donc un défenseur qui joue à l'Olympiakos, qui était passé par la France, qui était passé par Ajaccio. Donc il a joué 2 saisons à Ajaccio, mais c'était en Ligue 2. Et donc il est à l'Olympiakos depuis 2017. Et c'est un international sénégalais, mais qui n'a que 4 sélections avec le Sénégal, donc on ne peut pas forcément dire que ce soit un taulier. Donc là, on a déjà 3 noms qui sortent, et apparemment, là encore, on va prendre ça avec des pincettes. Manu Longeon, encore lui, annonce que ça se jouerait entre Todibo et Pape Cissé. Donc
Todibo, on le connaît un petit peu, mais franchement, personnellement, j'ai pas non plus des souvenirs énormes de lui à Toulouse. Je sais que c'est un jeune très prometteur qui est parti au Barça libre, je crois d'ailleurs. Et puis Pape Cissé, personnellement, je connais pas. Donc je vais peut-être vous laisser la main là-dessus. Je crois que notamment Gruget, tu nous disais que tu avais vu quelques matchs de Pape Cissé avec l'Olympiakos. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ça remonte un petit peu pour le coup, mais c'était des matchs solides. Il y avait eu un match de championnat et un autre européen. Et c'est un mec qui est solide, il est grand, il est très grand. Ouais, il fait 1m97, j'ai vu ça. Ouais, Un grand badinguet, comme on dit. Ouais. Et oui, donc un gars qui avait pas peur d'aller au contact et qui semblait en plus assez apprécié. Maintenant, il y a un petit truc qui m'a fait tiquer là dernièrement, c'est que il semble revenir de blessure. Apparemment, il était blessé de septembre à décembre, quelque chose comme ça. Ouais, quand même. Ouais, donc c'est bien ça, c'est Red Sauce numéro 2 quoi. C'est ça. Et encore un prêt avec option d'achat qui se profile. Oui, c'est ce qui est annoncé, ouais. C'est cool les prêts avec option d'achat, mais c'est bien de pas mettre des clauses qui sont qui sont liées au classement du club, quoi. Voilà, tout dépend à quelle clause permet de lever l'option d'achat en fait. Parce que si c'est une option à la colo où finalement on est obligé de l'acheter à 5 millions, ça peut se retourner contre le club au final. C'est ça. Après il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'argent. Donc de toute façon, à part des prêts secs ou des prêts, on ne peut pas payer tout de suite. Donc malheureusement, on se retrouve heurté à ce genre de problème. Voilà, sauf à faire des montages financiers comme il serait apparemment le cas pour Mostafa Mohamed avec un prêt qu'on contracterait pour l'acheter, quoi. Ouais. C'est sûr que là, les caisses sont vides et c'est d'ailleurs une conséquence un petit peu du Covid, entre autres. Donc on en reparlera en deuxième partie. Mais voilà, donc là, 3 noms qui sortent en peu de temps. Là aussi, on peut penser que ça va bouger et je pense que c'est pas non plus un luxe de signer un défenseur de plus parce que moi j'avais pas de nouvelles de Red Sauce. J'avais même vu une brève sur Evect dans lequel il disait que Red Sauce on savait pas trop où il en était et que la SSE ne communiquait pas sur sa blessure, donc ça pourrait annoncer une blessure plutôt longue. Et puis finalement là aujourd'hui on a vu une photo de Red Sauce à l'entraînement qui touchait le ballon, donc bon, il est peut-être sur le retour, mais je pense que dans tous les cas ça reste un joueur fragile et que c'est compliqué de compter sur lui pour stabiliser la défense. Enfin, du moins, sur cette saison-là, c'est compliqué, je pense. Et c'est dommage, parce que... Oui, c'est dommage. On en avait parlé, mais il avait quand même on sent qu'il a un truc, il a un potentiel quand même, ce joueur. Donc, mais comme tu le dis, trop risqué et fragile, quoi. Le problème, c'est que si on le fait jouer un match ou un match et demi et puis qu'après il est absent sur les 5 qui suivent, on va jamais pouvoir en faire quelque chose, quoi. Donc, et là aussi, je sais pas, enfin, je crois qu'il est prêté aussi, Red Sauce, non? C'est pas. C'est un prêt sec, je crois. Je sais pas s'il y a une option d'achat ou j'en sais rien. Non, il y a une option d'achat qui est, je crois, automatique si le club se maintient en Ligue 1, un truc comme ça. Donc encore un truc d'accord. À la mort moelleux, quoi. Oui, bon. On espère qu'on va le signer du coup, parce que ça voudra dire qu'on s'est maintenu. T'as pas tort. Voilà, après, moi c'est vrai comme vous dites, je le trouve bon, il m'a fait des bonnes impressions, mais c'est compliqué de compter sur lui, parce qu'il a un physique un petit peu en cristal, donc on verra. Bon, en tout cas, ce qu'on peut quand même dire, c'est que là, voilà, c'est que l'arrivée d'un défenseur, on espère quand même tous que, quoi qu'il arrive, ce sera forcément meilleur que Colo. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais. On va difficilement faire pire. Là, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué de faire pire, je pense. Et d'ailleurs, on a vu un autre défenseur qu'on n'imaginait pas à ce poste-là, c'est Mady Camara. Donc je voulais en parler un petit peu, parce que j'ai l'impression que c'est devenu un peu le soldat de Puel. Donc on sait que Claude Puel aime bien avoir des relais dans son équipe et des joueurs sur lesquels il s'appuie. Par exemple à Lille, quand il était à Lille, on sait que Mathieu Debuchy faisait partie de ces joueurs-là, c'est encore le cas à Saint-Etienne d'ailleurs. Et puis là, on sent que Mady Camara est un joueur sur lequel il compte beaucoup et qu'il apprécie énormément.
J'ai trouvé un extrait d'une interview qu'il avait fait et qu'il avait donné à propos de Mady Camara. Donc il disait que Mady était un joueur avec une mentalité extraordinaire. C'est un joueur sur lequel la SSE peut s'appuyer. Il a fait énormément de progrès sur le plan technique, sur le leadership. C'est un joueur qui est prêt à tout donner pour l'équipe et son club. Il ne rechigne jamais. J'ai déjà fait jouer latéral droit. Il avait fait une super prestation. Je considérais que dans notre situation, j'allais l'aligner à ce poste-là de défenseur central. Donc c'est avant le match contre Strasbourg. Il n'y a eu aucun état d'âme, il a motivé ses coéquipiers, était très concentré, etc. etc. Donc vraiment, dithyrambique à propos de Mady Camara, et c'est vrai qu'on avait été très surpris de le voir aussi bon face à Strasbourg. Ça n'a pas été forcément le cas face à Lyon, mais l'adversité n'était pas la même. Donc voilà, Mady Camara, donc c'est quand même une surprise un petit peu. C'est le joueur qui est le joueur de champ qui est le plus utilisé par Puel. Et on s'attendait pas forcément à ce que ce soit Mady Camara qui soit le joueur le plus utilisé par Puel. Donc moi je voulais savoir ce que vous en pensiez un petit peu de Mady Camara, savoir si son avenir est plutôt derrière ou s'il faut quand même le laisser au milieu. Donc vas-y Gruger, toi qu'est-ce que ça t'évoque Mady Camara en ce moment? Moi déjà j'aime bien ces joueurs de club quelque part. Ces gars qui sont prêts à jouer, même quel que soit le poste, qui sont des porteurs d'eau sur le terrain. Après, c'est vrai que ces caractéristiques, peut-être qu'elles sont plus destinées à s'exprimer en défense qu'au milieu. Parce que même si c'est vrai qu'il progresse sur les transitions et sur ses premiers contrôles, disons que le club, au milieu de terrain, à des postes de récupération ou de relayeur, il y a du monde. Et il y a des joueurs qui sont plus à l'aise avec la balle que Mady Camara. Oui. Et on a des gros manques au poste de latéral droit. Parce que Debuchy, il n'est pas là pour encore beaucoup de saisons. Masson, donc il est blessé. Donc je pense que Mady pourrait apporter à cet endroit-là. Et faut le dire, en défense centrale, il a été meilleur que Colo. Ouais. Donc, bon. Toi, Robert, je sais que Mady Camara, c'était pas trop ta tasse de thé au milieu de terrain. Qu'est-ce que tu en penses du coup en défense? Est-ce que pour toi, il a un avenir à ce poste de défenseur central ou c'est vraiment juste les conditions qui ont fait que il a dépanné quoi en fait? Ouais, moi je vous connaissez mon point de vue sur Mady Camara, je suis quand même beaucoup plus dur à son sujet. Pour moi, c'est typiquement le joueur que je situe quand on situe vraiment son niveau par rapport au niveau de l'équipe. C'est-à-dire que quand ce joueur-là est bon, quand un joueur comme Mady Camara est bon, on le trouve bon dans un match, c'est significatif que l'équipe autour n'est pas bonne. Et quand le joueur, lui, n'est pas bon, ça veut dire que l'équipe est au-dessus de lui. C'est le cas avec des joueurs comme Monet Paquet, avec Pajot. C'est typiquement dans ce type de profil, c'est des joueurs qui pour moi, pour une équipe qui est 16e, 17e de Ligue 1, oui, c'est sûr qu'il a le niveau. Malheureusement, il n'a pas le niveau pour être meilleur. Alors oui, il a des qualités, oui, il se bat, oui, c'est un profil polyvalent, donc tu peux le mettre en défense, tu peux le mettre arrière droit, tu peux le mettre au milieu. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, être joueur de foot, c'est aussi tirer l'équipe vers le haut par ton talent. Et moi, personnellement, je suis peut-être très dur, mais je le vois pas, quoi. Je le vois pas. Et aujourd'hui, si on le trouve bon, c'est parce que l'équipe n'est pas bonne. Voilà. Donc pour moi, en défense ou au milieu ou à droite, c'est pas suffisant. C'est pour viser plus haut, en tout cas pour viser mieux qu'une 16e place. Viser la lune, comme dirait oui, voilà. Voilà, je suis un peu dur, je sais, mais bon. Et dans les cas, je comprends ce que tu veux dire. Vas-y, Grugier, vas-y. Non, je proposais de mettre Mady Camara dans les cages pour voir. Ah ouais, on peut essayer, on peut essayer. Jesse Moulin a un peu de mal en ce moment, donc pourquoi pas. Non, moi je voudrais juste Mady Camara, en fait, je comprends ce que tu dis Robert, mais en fait je pense que c'est typiquement le genre de joueur qu'on devrait essayer de sortir plus régulièrement. C'est-à-dire que Mady Camara, si on en avait sorti régulièrement, tous les ans, on va dire, ou tous les 2 ans, on n'aurait jamais acheté des Vincent Pajot, on n'aurait jamais acheté des Kevin Monet Paquet, tu vois, des joueurs qui sont finalement qu'on a pris parce qu'ils étaient gratuits, parce qu'on avait un manque à ce poste-là, et que finalement ces joueurs ne nous ont rien apporté. Et au final, là on a un joueur qui est formé au club,
qui a l'amour du maillot, parce que moi j'ai vu, enfin il y a eu un reportage sur ASS TV qui était plutôt bien fait, dans lequel il parlait, donc il expliquait un petit peu son parcours, et franchement il a plutôt la tête sur les épaules, et j'ai vraiment eu l'impression qu'il respectait ce maillot, donc moi il m'a fait une très très bonne impression, et je pense que même si c'est pas avec ce genre de joueur que tu vas forcément passer des paliers et gagner des titres et tout ce que tu veux, et ben c'est quand même ces joueurs-là qui font une ossature et qui te permettent d'avoir une culture club. Donc je pense que c'est quand même important d'avoir des joueurs comme Mady Camara qui jouent régulièrement chez nous, même si c'est pas ceux-là sur lesquels tu vas baser toute ton équipe. C'est pour moi ça fait quand même partie on va dire de l'épine dorsale d'un club qui fait confiance à sa formation. Ouais, donc voilà. On est d'accord avec toi. Ouais. Voilà, petite digression sur Mady Camara. Vas-y. En 14e ou en 15e joueur de l'effectif alors. Quand on pourra mettre Mady Camara 14e joueur, on sera pas mal, je pense. Voilà. Petite précision rapidement pour regarder. L'option d'achat, c'est s'il joue 20 matchs dans la saison. Oula, on en est loin. C'est bon, c'est bon, alors on la lèvera pas donc. Le soulagement. Il a joué 2 matchs, je crois, ou peut-être 3 depuis le début de saison, donc je pense qu'il les jouera pas. Hein. Okay. Il en a joué 2 et demi, je crois. Mais c'est vraiment dommage pour lui, quoi, et pour nous quelque part, parce que c'est vrai qu'il a de la qualité sur et en dehors du terrain, donc c'est un regret. C'est sûr. Bon, sinon, dernier petit point que je voulais aborder, c'était juste la Coupe de France. On va jouer contre Sochaux à Bonal, donc le 11 février, à un horaire particulièrement facile, puisque déjà le 11 février, donc c'est un jeudi. Et en plus, on joue à 18h45, donc c'est très pratique pour regarder le match. Après, on est tous en télétravail, plus ou moins, donc c'est toujours ça de gagner. Normalement, on sera pas trop loin de la télé, mais voilà, c'est encore des horaires à la con pour une compétition qui déjà ne ressemble pas à grand-chose cette année, je pense. Il est diffusé le match d'ailleurs parce que du coup, ça doit être diffusé sur Eurosport, je crois. Donc c'est pas encore très, c'est pas forcément la chaîne la plus accessible. Donc il faudra se démerder pour essayer de voir ce match, mais voilà. On ne sait jamais, on est arrivé en finale l'année dernière. Est-ce que cette année ils y arriveront de nouveau ? Je pense pas, mais bon, voilà, on verra. Bref, donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur notre première partie. On va tout de suite attaquer sur la deuxième. Donc on veut parler un petit peu du Covid et donc des conséquences que cette maladie a eues sur notre club. Allez, jingle. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes malade en voiture ? Non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et oui, quand il est content, il vomit, et puis nous aussi un petit peu, puisque on a vraiment du mal avec ce Covid qui nous a quand même bien impacté, que ce soit au niveau sportif ou au niveau financier. Donc on va essayer de parler un peu de tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Notamment, on va commencer déjà par les conséquences sportives et puis les conséquences, on va dire, sanitaires, puisque on a joué nos 2 derniers matchs avec des effectifs particulièrement décimés. Il faut savoir déjà que le match contre Strasbourg, on avait 14 absents dans l'effectif, donc on avait 10 cas Covid et 4 blessés, plus 8 absents dans le staff, ce qui est quand même énorme. Et pour le derby, donc on avait 7 joueurs Covid et 3 blessés. Donc on avait récupéré un blessé, mais c'est encore énorme, quoi. Donc malheureusement, on n'a pas pu faire reporter les matchs puisque le règlement veut que ce soit à partir de 12 absents qu'on reporte le match. C'est ce qui s'est passé pour Lorient-Nîmes apparemment, puisqu'il y avait 12 absents Covid côté Merlu. Et donc nous, on était du mauvais côté. On avait beaucoup d'absents, mais pas assez pour reporter le match. Donc ça a été, on l'a vu, ça a été compliqué, notamment dans le derby. Moi je voulais avoir un petit peu votre avis sur cette maladie. Est-ce que pour vous, jouer ces matchs face à Strasbourg et face à Lyon, c'était une bonne idée ? Est-ce que la Ligue n'aurait pas mieux fait de nous dire de reporter ce match avec toutes les conséquences sanitaires que ça aurait pu avoir, Pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a un cluster à Strasbourg, mais pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles par rapport à ça. Voilà, donc je voulais avoir un peu votre avis sur ces 2 matchs, du point de vue des blessés et des absents. Écoute Robert, on va démarrer par toi, vas-y, dis-moi ce que tu en penses un petit peu.
Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est que déjà, les conditions qui ont été fixées par la Ligue, elles ont été faites en début de saison. C'est-à-dire que le protocole il est très, très strict et c'est écrit noir sur blanc. Donc déjà, je pense qu'on n'avait pas d'autre choix que de jouer le match parce que dans les faits, on était effectivement obligé de jouer, sinon on aurait eu match perdu. Parce qu'en plus, la Ligue aurait été incapable de créer une jurisprudence en disant bon bah on annule le match parce que dans ce cas-là, ça veut dire que après c'était un peu la porte ouverte. Donc ça pour moi c'est la première chose. On n'a malheureusement pas eu le choix de jouer. On aurait pu tricher sur le cas Covid effectivement avant le match de Strasbourg en inventant un cas supplémentaire tout ça, mais je pense que déjà c'est pas dans notre ADN. On n'est pas comme les petits là, des dirigeants de Strasbourg qui passent des petits coups de fil pour mettre la pression pour qu'on joue un match. C'est vrai. Bref. Mais non, donc on n'a pas eu le choix que de jouer. Après, moi, je pense que ça pose vraiment une vraie question de l'équité sportive et du classement final qu'on va avoir en fin de saison. C'est ça. Qui, du coup, ne reflètera sans doute pas en fait la réalité du niveau des équipes. C'est-à-dire que aujourd'hui, comment une équipe du coup se fait fusiller comme ça avec je dis pas qu'on aurait pris 6 points sur les 2 matchs, bien évidemment, mais du coup, c'est quand même complètement faussé et aussi des conséquences que ça implique sur la suite. C'est-à-dire que là, on a eu des joueurs Covid, mais physiquement, comment vont-ils récupérer? Ceux qui ont eu des symptômes, on sait qu'il y a des complications derrière. Donc, ça se trouve, pour certains joueurs, c'est 1 mois ou 2 mois de physiquement à être dans le dur. Et on va en pâtir, et nous, on a quand même un maintien à aller chercher. Donc, c'est pour ça que je pense que l'équité sportive, elle est complètement truquée, quoi. Ouais, c'est pas faux. Toi, Gruget, t'en penses quoi du coup de ces 2 matchs qu'on a joués avec des effectifs vraiment amputés de plusieurs joueurs? Je l'avais pas dit j'ai pas employé ce mot dans l'académie parce que j'ai fait celle contre Strasbourg, mais c'est, à mon sens, c'est assez scandaleux d'un point de vue sanitaire. C'est Pélissier, donc l'entraîneur de Lorient, que bien précisé qu'il avait soutenu Saint-Étienne. Oui, tout à fait. Et je trouve qu'il a dit quelque chose de très juste. Il a pris un peu de hauteur par rapport à certains, c'est que il y a la lettre et l'esprit. Et c'est vrai que il y a un règlement qui a été écrit en début de saison. Bon, je sais pas dans quelles conditions d'ailleurs, mais c'est assez typique de. Ça fait un peu gras de papier et on a besoin d'avoir une clause. Bon, mais je pense que sur ce genre de cas, il faut voir justement au cas par cas parce que tu peux pas envoyer un cluster de, je sais pas combien de cas contacts en tout, une vingtaine ont été envoyés à Strasbourg avec donc des contacts physiques réguliers lors d'un match. Faut même penser aux familles des joueurs de Strasbourg. C'est pas non plus les meilleures conditions, quoi. Et l'OM n'avait pas autant de cas en début de saison lorsque leur match a été reporté. Tout à fait. Donc, il y a des règlements. On voit que quand on est un gros club ou alors qu'on a quelqu'un dans les instances, ça se passe bien. Donc ouais, ça fait chier. Et puis contre Strasbourg, honnêtement, on aurait pu le gagner ce match à peu de choses près. Et puis c'était quelque part, je trouvais que ça avait donné un état d'esprit aux jeunes joueurs, mais aussi je pense à tout le vestiaire qui était intéressant. Quand tu te mets face à Lyon, il y a honnêtement, ils ont le meilleur milieu de terrain c'est leur meilleur milieu de terrain depuis des saisons. J'ai jamais vu autant de richesse au niveau 6 et 8 à Lyon depuis pas mal de temps. On peut avoir de la qualité chez nos jeunes, mais ça reste des jeunes. Donc ouais, la marche, elle est difficile à encaisser. Et évidemment, on paye ça très cher. Et franchement, le 0 il m'a mis mal. Donc, je pense qu'en plus, derrière, niveau moral, et puis vous en avez parlé, c'est que l'état physique des joueurs, faudra voir, parce qu'il y a des joueurs qui ont été touchés par le Covid, il y en a qui ont mis des mois à enquêter physiquement. Et puis, il faut voir aussi quelle souche, parce que si c'est une souche qui a muté, qui est peut-être venue du Royaume-Uni, vu qu'il y avait des cas à Tours très tôt après, faut voir la gravité. On a des nouvelles du joueur à Montpellier qui a fini à l'hôpital. Son pronostic vital était presque engagé.
Alors non, enfin moi je n'ai pas suivi son histoire. Je pense que si ça avait été, s'il y avait eu des complications, on en aurait peut-être entendu parler, mais c'est vrai que j'ai pas du tout suivi. Je sais pas s'il a rejoué avec Montpellier du coup. Je sais pas du tout. Mais voilà, c'est un vrai sujet cette équité sportive quand même. C'est vrai comme tu dis, j'y pensais plus, mais le protocole fin août a été Ah ouais, pas le même. Marseille c'était 3 absents je crois. Ouais, non mais c'est un vrai sujet et je pense que le classement final va être complètement faussé. Mais après on peut se gratter après pour avoir une compensation Covid. Hein. Je vais vous dire là c'est fait, c'est fait. Hein. Et c'est vrai que les conséquences sont désastreuses en termes sanitaires et puis aussi sur le moral parce que on va en reparler très très rapidement parce que ça fait pas plaisir, mais se prendre un 5-0 à domicile dans le derby, c'est quelque chose qui est marquant, quoi. Donc, on a déjà vécu ça en 2017. Garcia s'était barré juste derrière. On a mis du temps à s'en relever. Hein. Ça a failli nous faire plonger très bas. Donc, c'est sûr que l'équité sportive, elle peut vraiment être remise en cause avec les décisions qui ont été prises sur ces 2 matchs. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un sujet. Et ce qu'on peut aussi se demander, c'est par rapport à Saint-Étienne. Alors, c'est peut-être vraiment plus le cas à Saint-Étienne qu'ailleurs, mais c'est l'absence de public. C'est-à-dire que là, on a joué un derby devant personne. Et j'ai vu la stat qui est sortie là. C'est apparemment, depuis le 5 avril 2020, les Verts n'ont gagné que 20% de leurs matchs à domicile. Donc un match sur 5 se solde par soit un nul, soit par une victoire, et donc 4 matchs sur 5, nul ou défaite. Il n'y a que Dijon, Nantes, Nîmes et Nice qui font pire. Donc il y avait une étude, qui était sortie là-dessus où effectivement c'était prouvé qu'avec en contexte Covid et donc sans public, les équipes à domicile gagnaient beaucoup moins dans les 5 grands championnats européens. Et quand tu as effectivement une équipe comme Saint-Étienne avec un public et on sait tout ce que ça apporte, c'est sûr qu'il y a des matchs qu'on aurait gagné et d'autres qu'on n'aurait pas perdu. Je pense notamment au nul contre Angers avec du public derrière, c'est un match qu'on gagne. Donc, après, oui, ça c'est une vraie. On gagne peut-être pas au Vélodrome aussi s'il y a du public. Enfin, on peut aussi retourner le problème. Mais moi, je pense que ça nous a vraiment fait mal de ne pas avoir de public cette année. Enfin, là, encore plus cette année, où on a une équipe qui se cherche, qui est jeune, qui est en reconstruction. Pouvoir compter sur l'appui du public pour déstabiliser un peu l'adversaire et rééquilibrer les forces, on va dire en partie, c'est sûr que ça nous aurait peut-être servi. Donc moi je pense que là il y a encore aussi on va encore devoir jouer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Je vois pas le public revenir avant la fin du championnat. Donc il va falloir faire avec, mais c'est sûr que c'est pas évident. Après le deuxième point qui nous intéresse pour le Covid, c'est les finances. On en a parlé un petit peu pour le mercato, mais c'est vrai que on est quand même dans le rouge. J'ai entendu parler d'un déficit de 25 ou 30 millions d'euros. Qui serait acté à la fin de la saison, donc c'est quand même pas rien. On parle, pour les recrues, c'est que des prêts, donc c'est un prêt pour Mostafa Mohamed, un prêt, du coup, ils ont contracté un prêt pour pouvoir acheter Mostafa Mohamed, apparemment. Todibo, on parle d'un prêt, Pape Cissé, on parle d'un prêt, donc l'état des finances est vraiment catastrophique. On sait que la DNCG avait déjà mis un sursis cet été. Ils l'ont levé quasiment dans la foulée, mais ils avaient déjà mis un petit carton, quoi. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans une situation critique. Robert, je crois que tu m'avais parlé d'une interview de Puel juste après le derby. Il avait parlé de ça d'ailleurs, non? Ah ben oui, tout à fait. Il avait clairement dit juste après le derby que déjà d'une Saint-Étienne n'était plus attractif de par effectivement déjà son classement. L'effectif et puis aussi parce que les salaires que peut proposer Saint-Étienne aujourd'hui pour des joueurs ne sont pas du tout attractifs et les gens préfèrent partir dans d'autres clubs qui proposent des fois le double. Et ça c'est un vrai sujet et aussi la surface financière qu'on peut accorder aux transferts. Comme il l'a dit, je crois qu'on a investi sur les 2 années mercato, c'est une somme dérisoire. On a beaucoup plus vendu. Bon, il y avait besoin aussi de vider pas mal l'effectif. Mais on n'a quasiment rien investi. C'était des joueurs comme Neyou, comme Masson, c'est des Crasso, c'est des joueurs qui nous ont quasiment rien coûté. Mais malheureusement, on n'était pas capable de payer
des joueurs plus. Là, c'est pour ça que je suis très étonné même qu'on arrive à payer un joueur comme Mostafa Mohamed à 4 ou 5 millions d'euros. Hein. J'aurais jamais parié dessus. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre l'info de Longeant avec des pincettes, je pense aussi, parce que. Alors c'est peut-être pas en ces montants-là. Hein. Peut-être qu'effectivement, après, ça se trouve, c'est beaucoup moins. Hein. Je trouve que c'est souvent ça les transferts aussi. Mais c'est le poker menteur. Mais il y a une vraie réalité aujourd'hui économique. Alors après, je nuance un petit peu, c'est-à-dire que la DNCG, de toute façon, je crois qu'elle va pas avoir d'autre choix que d'être clémente avec tous les clubs de Ligue 1 cette année, parce que vu le contexte, les droits TV plus les pandémie, voilà, ils vont pas avoir le choix. Mais après, je tiens aussi à dire quand même que, alors on peut dire ce qu'on veut, Romeyer, Kayazo, on en a déjà souvent parlé, c'est quand même un club qui financièrement a été pas trop mal géré. Ils ont quand même redressé la barre quand ils ont repris le club. Les finances, elles étaient quand même plutôt à l'équilibre pendant de très nombreuses années. Donc là, effectivement, il y a eu des résultats sportifs difficiles, sans doute des mauvais choix stratégiques sur des recrutements. La période Gasset a été on a été très dépensier sur les transferts et sur les salaires. Donc on en paye un petit peu les pots cassés aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des clubs bien pires que nous aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et toi, Gruget, t'en penses quoi du coup des finances de la SSE? Comment tu vois la fin de saison? Et est-ce que tu penses qu'on va vraiment souffrir comme c'est annoncé? On n'a pas d'informations vraiment officielles par rapport aux finances du club. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui restent confidentielles. Maintenant, j'ai pas tout à fait le même avis que Robert sur la gestion du club, parce que si on est à l'équilibre aussi, c'est parce que, si pendant des années on a été à l'équilibre, c'est aussi qu'on se séparait de certains de nos meilleurs éléments régulièrement, et on a fait quand même à des moments de sacrées ventes au vu du contexte de l'époque, comparé à d'autres clubs en Ligue 1. Lorsqu'on vend Obama puis Guy Lavogui, on est quand même plutôt bien. Et malheureusement, il y avait un trading de joueurs qui a fait que c'était à l'équilibre, mais j'ai l'impression que sur certaines choses, c'était relativement bien géré, et que sur d'autres, le club n'a pas été raisonnable. Il y a aussi eu des arrivées de joueurs qui étaient un peu douteuses. Et je me demande aussi tout ce qui gravite autour du club. Et voilà, il y a des journalistes qui ont tiré la sonnette d'alarme par rapport à nous, par rapport à Bordeaux aussi. Mais le nom de la SSE revenait régulièrement. Et c'était pas seulement quelqu'un avec comme Romain Molina, par exemple, avec qui j'aimerais bien échanger, justement. Il y avait d'autres journalistes qui en parlaient. Donc, pour moi, c'est inquiétant. C'est vrai que si on va chercher cet attaquant, donc Mohamed, c'est qu'il y a certaines, quand même, entre guillemets, garanties. La vente de Fofana, effectivement, nous donne un peu d'oxygène par rapport à ce contexte. Mais ouais, l'avenir est loin d'être rose, et je pense qu'avec ce genre de toute façon, Puel est arrivé en mission, comme il dit, et je trouve que c'est un très bon communicant là-dessus. Il connaissait la situation financière, même indépendamment du contexte Covid. Et je pense que de toute façon, ça reste l'homme de la situation, et puis on a un effectif qui de toute façon doit nous permettre de nous maintenir. Écoute, on l'espère, hein, en tout cas. L'effectif est ce qu'il est. Hein. Il y a quand même de gros manques. Hein. On en a parlé en première partie de podcast, que ce soit en défense ou en attaque. Donc, s'ils font des retouches au mercato, malheureusement, c'est parce qu'il y en avait besoin. Quand on commence à bricoler un effectif au mercato d'hiver, c'est jamais bon signe. Et c'est le cas. Hein. Faut pas non plus se mentir. Maintenant, on va voir comment la suite de la saison va se dérouler. Moi, j'avoue que je suis un peu inquiet. Je commence à l'être parce que je n'arrive pas à voir où est-ce qu'on pourrait s'améliorer avec l'effectif actuel. Donc, certes, on peut avoir des recrues,
Mais avec les joueurs qu'on a à disposition, je pense on a déjà testé pas mal de choses et on arrivera. Il y en a avec qui on n'arrivera plus rien à faire, donc je les vois pas sortir la tête de l'eau et j'ai peur un petit peu pour la suite de la saison. On verra. Donc le mercato se termine lundi, donc on sera vite fixé, mais je souhaite bien du courage à Puel et aux joueurs pour essayer de redresser un petit peu la barre, parce que finalement, ça serait quand même dommage de tomber en Ligue 2 avec un effectif pareil, comme tu le dis, Grugier. On a un effectif qui doit nous permettre de nous maintenir, et ça serait pas normal de voir la SSE tomber en Ligue 2 cette année. Il y a un truc qui me rassure un peu, c'est que cette saison et la saison précédente, même avec le fond de jeu qu'on avait, qui était vraiment pas très bon, il y avait des joueurs qui disaient non, pas de souci pour la Ligue 2, etc. Là, on commence à entendre parler de cela. Il y a beaucoup, Loïc Perrin ne fait plus partie de l'effectif, mais il y a certaines personnes qui commencent à en parler autour du club. Et je pense que niveau mentalité, c'est quand même un cap quelque part de se dire ok, ça peut arriver. Ouais, mais sur un jeune effectif aussi, comment tu gères ça aussi, se dire vraiment, voilà, là vraiment pour le coup, on est au bord de la zone de relégation sur un jeune effectif, ça peut être aussi compliqué, quoi. Et la dernière, la nuance, c'est qu'on avait quand même des individualités qui nous portaient. On a eu quand même Bouanga qui avait fait une fin de saison quand même vraiment très très bonne. Et là, personnellement, moi depuis cette saison, je ne vois pas d'individualité. Je ne vois pas qui est capable aujourd'hui de nous sortir un match, un but qui nous permette de nous sauver. Donc ça, c'est un vrai problème. Tu as été dithyrambique avec Nordin tout de même avant. Oui, mais Nordin, j'avais passé une individualité. C'est un joueur pareil. Si Mehdi Camara est le 14e, Nordin est le 15e. Voilà. Ah ouais, carrément, tu le mets derrière Camara. Non, j'exagère. Mais c'est pas lui qui va nous permettre de nous maintenir. Enfin, je pense pas. Ouais, on verra. Peut-être que ce sera sur un doublé de Nordin, comme à la belle époque quand on était en Ligue 2, qu'on pourra se maintenir. Mais en tout cas, je l'espère pas. J'espère qu'on sera maintenu bien avant et qu'on pourra vivre une fin de saison un petit peu plus sereine que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et puis, on va suivre ça avec attention de toute façon. Et puis, on sera déjà fixé lundi par rapport aux éventuels recrues qu'on pourra avoir. Écoutez, messieurs, ça fait 42 minutes qu'on parle. On a encore bien échangé aujourd'hui. L'émission était assez chargée une nouvelle fois, mais on avait de quoi dire. Donc, ça fait plaisir d'en parler et d'échanger avec vous sur tous ces sujets-là. On va quand même finir sur le temps additionnel, comme d'habitude. On va rappeler un petit peu tout ce qui se passe autour de hors-jeu. Donc, notamment la Forez Academy. Toujours. On a sorti les académies donc contre Strasbourg, c'est Grugier qui s'y est collé, et malheureusement Lyon, c'est moi. Donc on vous mettra les liens dans la description de l'épisode. Donc si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas. Enfin, celle de Lyon, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Sinon hors jeu, c'est pas que la Forez Academy, bien sûr. Il y a tout un tas d'autres académiciens qui gravitent sur ce magnifique site. Notamment là cette semaine vous avez pu retrouver les académies de Nancy-Niort, la Chardon-Acran, notre ami Marcel Picon, Bordeaux-Angers, donc la Scapulaire Academy. Il y a aussi la PL Academy, donc ça si vous connaissez pas, c'est une académie de championnat. Ils ne suivent pas un club en particulier, ils font le débrief de la journée. Donc là c'était la 19e journée. Il y a eu aussi la Brézo Academy, donc Rennes-Lille, et la Canberra Academy avec Monaco M. On a aussi la Bianconero Academy qui est revenue, donc ça c'est les petits gars de la Juventus, Roberto Bettegra. Donc écoutez, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à les voir. Il y a tout un tas de clubs et d'académiciens qui sont prêts à suivre leur équipe tout au long de la saison. C'est toujours très bien écrit, c'est très bien fait, c'est très drôle, donc n'hésitez pas à aller leur passer le salam, comme on dit. La Forez Academy, quant à elle, est toujours sur Facebook. On vous mettra le lien dans le descriptif de l'épisode. Pour les acolytes qui vous animent ce podcast, donc Grugier, Robert et moi-même, on est sur Twitter, donc vous pouvez nous retrouver sans problème. On vous mettra aussi des petits liens sur le descriptif. Ah oui, et j'ai oublié aussi de vous parler encore d'hors-jeu, malheureusement. J'ai manqué à tous mes devoirs, mais
toutes les semaines, le mardi, vers 11h à peu près, vous avez le comité de vigilance médiatique. Donc là, c'est le condensé de la semaine au niveau des choses qui nous ont fait marrer dans le football. Donc ça se lit très rapidement. Vous trouverez un petit peu des déclarations marrantes, des titres à la con et des analyses complètement foireuses que les acteurs du football circus, comme dirait Stéphane Guy, nous livrent tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à aller lire ça aussi, c'est très cool. Et puis on va faire un petit peu de pub pour les amis d'Arsenal qui ont aussi leur podcast Boulet Rouge, donc ils se sont lancés juste avant nous. Je crois qu'ils en sont au 5e épisode, donc voilà aussi, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Si Arsenal est un de vos clubs de cœur, n'hésitez pas à aller les écouter, ils sont plutôt calés sur le sujet. Écoutez messieurs, je crois qu'on arrive au bout. Le 3e épisode est maintenant terminé. Je vous remercie déjà. Merci à toi, Gruger. Encore une fois, très bon. Encore de rien. Et puis, moi, je suis le Madi Camara du podcast, en fait, tu vois. T'es le porteur d'eau, t'es l'épine dorsale de ce podcast. Et puis, Robert, lui, c'est plutôt le Nordin, du coup. Il est toujours là pour marquer. Je sais pas comment je vais le prendre, Roland, je t'avoue. Il a mis un super but c'était contre qui d'ailleurs, qui nous met une super frappe. Je vois que ça t'a marqué. Ouais, mais je m'en rappelle. C'est normal, c'était un de ses seuls buts, donc c'est normal que tu t'en rappelles. Enfin bon, merci à toi Robert, t'as été très bon, même si tu marques pas aussi souvent que Nordin. Merci, avec plaisir. Écoutez, le podcast, le FAP, épisode 3, c'est maintenant terminé. Écoutez, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines environ. On va essayer de tenir ce rythme jusqu'à la fin de la saison, en espérant que la fin de la saison sera heureuse, comme on vous en a parlé. Et puis, comme chaque semaine, on va se quitter avec la chorale de la Divette, les petits chanteurs à la gueule de bois, et Robert Béric. Dans 2 semaines. Salut!